Imaginez un instant, votre mère, pleine de vie et d'énergie, vous regarde et vous demande: Où suis-je? Un simple oubli ou le début d'un voyage silencieux vers l'inconnu? Que faire quand la fin approche sans que vous le sachiez vraiment? Restez avec nous pour découvrir la vérité cachée derrière ces signes invisibles. Imaginez un instant, votre mère, pleine de vie et d'énergie, vous regarde et vous demande: Où suis-je? Un simple oubli ou le début d'un voyage silencieux vers l'inconnu? Que faire quand la fin approche sans que vous le sachiez vraiment? Restez avec nous pour découvrir la vérité cachée derrière ces signes invisibles. Je n'avais pas voulu l'admettre au début. Je m'étais dit que c'était peut-être la routine qui l'avait fatigué, ou que sa baisse d'appétit était simplement le reflet d'une humeur passagère. Mais chaque jour qui passait, la réalité devenait plus évidente, plus cruelle, plus implacable. Elle perdait peu à peu son énergie, son sourire devenait plus rare, et ses yeux, autrefois pétillants de vie, commençaient à se noyer dans un océan de fatigue. Puis ce fut sa peau qui devint plus pâle, ses mouvements plus lents. C'était comme si le corps de ma mère avait commencé à se retirer, à se défaire doucement, à accepter ce qui était inévitable. J'ai cru que c'était un mauvais rêve, mais le temps m'a révélé la vérité. La vieillesse ne vient pas frapper à la porte d'une manière brutale et évidente. Non, elle entre silencieusement, doucement, comme une brise d'automne. Les signes sont là, mais ils sont si discrets, si subtils, que l'on peut facilement les ignorer. Ce n'est qu'une fois que la personne s'en va, que l'on se rend compte de tout ce qu'on a raté. Les petites choses, les signes qui annoncent l'inexorable. Et vous, avez-vous déjà remarqué ces signes chez un proche? Ou bien êtes-vous encore aveugle à ces changements imperceptibles, pensant que tout va bien? Peut-être que c'est ce qui se passe avec votre mère, votre père, votre grand-mère, ou même vous-même. Il est difficile d'accepter qu'une vie, pleine de rires et d'histoires, puisse se transformer lentement en silence. Mais la vérité, c'est que la fin de vie commence bien avant le dernier souffle. C'est un processus que le corps et l'esprit vivent dans l'ombre, sans que les autres ne s'en rendent toujours compte. Et c'est là que tout se complique. Les signes que nous ignorons peuvent être ceux qui nous permettront de nous préparer à l'inévitable. J'ai appris que ce processus n'est pas à prendre à la légère. J'ai aussi appris que certaines de ces petites choses qu'on néglige peuvent faire toute la différence entre une fin de vie apaisée et une fin remplie de regrets. Pourquoi ne pas nous y préparer? Pourquoi ne pas reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard? Car, en fin de compte, il y a une chose que j'ai comprise de manière plus profonde que jamais. L'amour que nous offrons à nos proches pendant ces moments de transition est ce qui leur permettra de partir en paix. C'est notre présence, notre attention, notre capacité à voir ces signes cachés qui font toute la différence. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez comprendre comment ces signes peuvent affecter la fin de vie d'un proche et comment vous pouvez être mieux préparé à ce voyage, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. En vous inscrivant, vous soutenez notre travail et vous nous motivez à créer encore plus de vidéos enrichissantes sur ce sujet essentiel. Mais avant de continuer, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que la vieillesse soit un processus naturel qui ne devrait pas être redouté? Ou croyez-vous que les signes sont trop souvent ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Signe 2. Je me souviens de la première fois où j'ai vu ma mère, Jeanne, si fatiguée. Ce n'était pas la fatigue d'une journée longue ou d'une nuit d'insomnie, mais quelque chose de plus insidieux, de plus profond. Au début, cela n'était qu'un petit détail, presque imperceptible.
Un jour, elle a refusé un déjeuner que nous préparions avec amour, se contentant de quelques bouchées. Un autre jour, elle m'a dit qu'elle préférait rester dans son fauteuil toute la journée, à regarder les nuages défiler par la fenêtre. Je n'ai pas prêté attention à cela, pensant que c'était juste une période de baisse de forme, qu'elle allait vite s'en remettre. Mais la fatigue est devenue plus persistante, plus envahissante. Au fil des semaines, Jeanne a cessé de participer aux petites choses qui la rendaient heureuse auparavant. S'occuper de ses plantes, discuter avec ses amis, ou même sortir se promener dans le parc où elle allait chaque dimanche. Elle restait là, silencieuse dans son fauteuil, une couverture sur les genoux, ses yeux souvent fixés dans le vide, comme si elle cherchait quelque chose au-delà de ce monde. Et pourtant, je savais qu'elle ne cherchait rien. C'était son corps qui parlait, en silence, en disant qu'il n'était plus capable de suivre. Cette fatigue qu'elle ressentait n'était pas simplement le résultat de l'âge ou d'une perte d'intérêt passager. Non, c'était quelque chose de plus subtil. Ses muscles se faisaient de plus en plus lourds, ses gestes de plus en plus lents. Chaque mouvement semblait lui demander un effort surhumain, même pour les tâches les plus simples. Il lui arrivait de rester là, dans sa chambre, pendant des heures, sans bouger, sans demander à manger, sans ouvrir son livre préféré, comme si la vie l'avait peu à peu abandonné. Le seul bruit que j'entendais était le souffle saccadé de ses poumons, qui peinaient à prendre l'air, comme si chaque respiration lui coûtait une énergie qu'elle n'avait plus. Je pensais que c'était simplement un symptôme de la vieillesse, quelque chose de commun à tout le monde lorsqu'on avance en âge. Mais ce n'était pas tout à fait ça. C'était bien plus que de la fatigue. C'était un signe que le corps de ma mère, petit à petit, se préparait à la fin de son voyage. Ce n'était pas une fin soudaine, mais un déclin lent et inexorable, presque imperceptible pour les yeux non avertis. Mais moi, j'étais là, avec elle, chaque jour. Et au fur et à mesure que le temps passait, je commençais à voir les signes que d'autres n'avaient peut-être pas remarqués. Il y a des moments où la fatigue ne se manifeste pas seulement par une incapacité à bouger, mais par un retrait intérieur. Ma mère, Jeanne, qui était toujours une femme pleine de vie, d'énergie et de conseils, s'était mise à se fermer. Elle parlait moins, souriait moins. Ses yeux, pourtant si vifs auparavant, devenaient de plus en plus ternes. Elle restait là, dans son fauteuil, à regarder la télévision sans vraiment y prêter attention, le regard perdu dans le vide. Et moi, je me retrouvais à la regarder, tentant de comprendre ce qui se passait, en sachant, quelque part, qu'il ne s'agissait pas simplement de l'âge qui l'affectait. Je me suis rendu compte que cette fatigue, cette lassitude, n'était pas juste une conséquence de la vieillesse. C'était comme si son corps lui-même disait « Je n'ai plus de force. Mon travail est presque terminé. » La manière dont elle se retirait de tout, la façon dont elle semblait se défaire peu à peu, étaient des signaux clairs que la fin était proche. Mais nous, ses proches, étions trop aveugles pour voir cela, trop préoccupés par des solutions immédiates, des médicaments, des repas supplémentaires, pensant que cela réglerait tout. Mais non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas une question de nutrition ou de vitamines. C'était la fin d'un cycle. Jeanne, comme beaucoup de personnes âgées, avait commencé à éprouver cette fatigue qui ne venait pas d'un effort physique, mais d'une forme de renoncement. Le cœur, les poumons, les muscles, tout ralentit, tout devient plus lourd. Mais ce n'est pas la lourdeur de la vieillesse, c'est celle du corps qui commence à dire adieu. Et bien que la fatigue de ma mère ne se manifestait pas par des symptômes dramatiques ou spectaculaires, elle était tout aussi marquante, bien plus silencieuse
mais tout aussi présente. Il y a des moments où l'on se sent si démuni face à ces signes, où la tristesse nous envahit parce que nous savons, au fond de nous, que le temps nous échappe. La fatigue qui envahit Jeanne n'était pas juste un épuisement physique. C'était un épuisement spirituel, un épuisement de l'âme, un épuisement que personne ne pouvait comprendre à part elle. Elle était fatiguée de vivre cette vie, non pas parce qu'elle ne voulait pas vivre, mais parce que son corps lui disait que son voyage touchait à sa fin. Et dans son regard, je pouvais voir cette acceptation silencieuse. Ce n'est qu'au moment où nous avons vu sa fatigue se transformer en une paix étrange, en une sorte de résignation douce, que nous avons compris que cette fatigue n'était pas un simple malaise. C'était la manifestation d'une transition profonde, un signal que la fin de vie approche à grands pas et que la personne, bien que consciente de cette fin, choisit de l'accepter avec grâce et sans lutte. Il est difficile d'accepter cela, mais en réalité, il faut comprendre que la fatigue qui s'installe lentement chez les personnes âgées, en particulier celles qui vivent seules, est un signe que leur corps, leur esprit, ont décidé qu'il était temps de se reposer, de lâcher prise. Alors, que faire lorsque vous voyez un proche devenir fatigué de cette manière? Faut-il lutter contre cette fatigue ou au contraire, faut-il l'accepter? La réponse est complexe, mais ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas forcer la personne à faire des efforts. Ce n'est pas en l'encourageant à bouger, à sortir, à vivre plus intensément que vous lui rendrez service. Non, il faut plutôt lui offrir la tranquillité, l'espace pour être en paix avec elle-même, pour accepter ce qui arrive. Elle a besoin de votre présence, de vos paroles réconfortantes, de la chaleur de vos gestes. Ce n'est pas le moment de la pousser à vivre davantage, mais de l'accompagner dans sa dernière étape avec respect et douceur. Ma mère Jeanne a trouvé la paix dans cette fatigue qui l'a finalement emportée. Elle n'a pas résisté. Elle a accepté ce départ à son propre rythme, sans heurts. Et moi j'étais là, témoin de son dernier voyage, les yeux pleins de larmes, mais aussi pleins de reconnaissance. Parce qu'à travers cette fatigue, elle m'a montré la vraie signification de la fin de vie. Ce n'est pas la lutte, mais l'acceptation. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Votre soutien nous motive à continuer à partager ces histoires de vie, de transition et de paix. Signe 3. Je me souviens très bien de ce jour où j'ai vu ma mère, Jeanne, se perdre dans ses pensées. Elle qui était d'ordinaire si présente, si vivante, n'était plus la même. Ses yeux si vifs, si capables de déchiffrer le monde en un simple coup d'œil, s'étaient assombris. Elle fixait la télévision sans vraiment la regarder, et ses pensées semblaient flâner, l'emportant ailleurs, dans un espace que je ne pouvais pas atteindre. Ce jour-là, elle m'a regardé dans les yeux et m'a demandé, dans un souffle presque imperceptible, « Où suis-je » C'était un simple questionnement, presque anodin, et pourtant, cela m'a glacé. Je lui ai répondu comme je pouvais, « Tu es à la maison, maman, tu es ici avec nous. » Mais je savais au fond de moi que cette question n'était pas celle d'une simple perte de repère. C'était plus profond, plus inquiétant. C'était un signe. Je ne l'ai pas immédiatement compris, mais au fur et à mesure, ces petites questions, ces gestes de confusion se sont multipliés. Jeanne, habituellement si ferme dans ses convictions et sa mémoire, avait commencé à oublier des détails simples. Un jour, elle a demandé où était son mari, mon père qui était décédé il y a des années. Elle a même confondu mes frères avec des voisins d'enfance. Elle se perdait dans le temps, dans les lieux,
comme si les frontières entre passé et présent commençaient à se brouiller. Chaque petite erreur, chaque laps de mémoire semblait devenir plus fréquent. Elle oubliait où elle avait posé ses lunettes, son téléphone, et parfois même le nom de certaines personnes très proches. Le pire, c'était la confusion dans ses propres souvenirs. Un après-midi, elle m'a demandé si j'étais sa sœur et non sa fille. Ses yeux, qui cherchaient encore une fois quelque chose que je ne pouvais pas saisir, semblaient appeler à l'aide, sans savoir où la trouver. Cela m'a perturbé. Je savais que cela faisait partie de l'âge, que la vieillesse apporte souvent ce genre de troubles. Mais il y avait quelque chose d'étrange, de plus angoissant dans son comportement. Il ne s'agissait pas seulement de l'oubli normal qui vient avec le temps. Il y avait une lente dérive, une brèche dans sa mémoire qui se creusait peu à peu. Ce n'était pas juste des oublis occasionnels, c'était un signe d'alerte. Ma mère, si forte et indépendante toute sa vie, se retrouvait lentement piégée dans son propre esprit, incapable de se raccrocher au fil de la réalité qui la soutenait autrefois. La confusion, cette perte de repère, n'était pas qu'une simple faiblesse mentale. C'était l'effritement d'une personne, petit à petit. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas seulement la mémoire qui était affectée, c'était tout le système cognitif de Jeanne qui se dégradait. Le cerveau, en vieillissant, perd peu à peu son efficacité, sa capacité à ordonner les informations, à maintenir un certain ordre mental. Cette perte de contrôle sur ses propres souvenirs et repères spatio-temporels est une manière pour le corps d'indiquer qu'il est prêt à se retirer, lentement mais sûrement. C'est la phase où l'esprit, tout en cherchant à se maintenir, accepte finalement de se laisser aller. Mais c'est une acceptation silencieuse, presque imperceptible pour ceux qui n'observent pas assez attentivement. Je me suis retrouvé face à cette réalité avec une tristesse profonde, un sentiment d'impuissance. Voir ma mère, cette femme toujours si lucide, devenir floue, devenir un peu plus absente à chaque jour, était déchirant. Et pourtant, j'ai aussi compris qu'il fallait accepter cela. Que la confusion, l'oubli, ce n'était pas de la folie, mais une phase de transition. Elle était en train de quitter son monde, lentement, dans une douceur poignante. L'esprit s'en va d'abord, avant que le corps ne le suive. Cette perte de mémoire, ce n'était pas un échec, mais un signe que le voyage touchait à sa fin. C'était un message de l'intérieur, un signal que le corps ne pouvait plus suivre la rapidité de l'esprit. Et à partir de ce moment-là, tout ce que je pouvais faire, c'était accompagner Jeanne dans son départ, avec la dignité et l'amour qu'elle méritait. Ce qui m'a bouleversé, c'était la manière dont la confusion s'immisçait dans ses interactions avec nous. Elle ne nous reconnaissait pas toujours, ou parfois, elle nous mélangeait avec d'autres, des personnes de son passé, des proches qu'elle avait oubliés depuis longtemps. Mais ce qui était le plus difficile à voir, c'était son regard fuyant, presque désespéré, comme si elle se battait intérieurement contre une mer de brume qui envahissait son esprit. Elle n'était plus la même, elle n'était plus Jeanne, elle était une autre version d'elle-même, floue et incertaine, piégée dans une réalité qui lui échappait. J'ai appris que la confusion mentale chez les personnes âgées n'est pas simplement un signe de déclin, mais aussi une façon pour elles de se préparer à la fin. Il n'y a pas de douleur immédiate, pas de cri, pas de lutte violente. Il y a seulement une acceptation lente, une disparition progressive. Ma mère Jeanne s'est perdue dans son propre temps, dans son propre esprit, et elle m'a laissé dans ce monde tangible, où il est difficile d'accepter que la personne que vous avez toujours connue
se dérobe lentement devant vous. Je savais que je ne pouvais pas la ramener. Je savais qu'elle n'allait pas retrouver la clarté mentale qu'elle avait autrefois. La maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence n'était pas encore diagnostiquée, mais peu importe. Le processus était là, inexorable. La confusion n'était pas un phénomène isolé. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand, un processus qui emportait lentement mais sûrement l'esprit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'ombre de la personne. Dans ces moments-là, j'ai compris qu'il n'y avait pas de remède, pas de solution. Ce n'était pas un problème à résoudre, mais un voyage à accompagner. Je me suis retrouvé à écouter ces histoires sans fin, à répondre aux mêmes questions encore et encore, et à lui rappeler ce qu'elle avait déjà oublié. Ce n'était pas une tâche ingrate, mais une forme de tendresse, une manière de l'accompagner dans son cheminement intérieur. C'était là, dans cette répétition, dans cette confusion, que l'amour devenait le plus pur. C'était dans ce silence que l'on apprenait à être vraiment présent. Et je sais maintenant, au fond de moi, que la confusion mentale chez une personne âgée n'est pas un simple malheur. C'est un signal de l'âme, un appel à la paix. Ma mère m'a montré, à travers sa confusion, que l'esprit se prépare à quitter ce monde. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est être là, dans le présent, sans jugement, sans impatience, mais avec une écoute profonde et une présence réconfortante. Si vous reconnaissez ces signes chez un proche, ne les ignorez pas. Soyez présents, même si leurs mots n'ont plus de sens, même si leur mémoire vacille. Soyez là, simplement. C'est tout ce dont ils ont besoin. C'est tout ce que nous avons tous besoin. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des vidéos qui parlent de ces sujets importants et qui apportent un peu plus de lumière et de paix dans nos vies. Merci de soutenir notre travail et d'être là pour accompagner nos proches dans leur dernier voyage. Signe 4. Je me souviens d'un moment précis, alors que ma mère, Jeanne, était allongée dans son lit, me regardant avec une expression que je ne pourrai jamais oublier. C'était un regard à la fois fatigué et étrange, un regard qui me semblait me dire des choses que les mots ne pouvaient exprimer. Elle avait une petite plaie sur le bras, une simple coupure, mais en elle se trouvait quelque chose de plus profond. Elle ne se plaignait jamais, ne disait rien. Ses yeux brillaient d'une lueur calme, presque sereine. C'est ce moment-là qui m'a frappé. La blessure, aussi banale soit-elle, ne guérissait pas. Elle restait là, persistante, lente à se refermer, comme si le corps de ma mère, tout entier, avait décidé de ne pas se réparer. Ce n'était pas la première fois qu'elle avait une petite plaie qui mettait une éternité à cicatriser, mais c'était la première fois que je remarquais à quel point son corps semblait s'épuiser. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant qu'elle n'avait pas la même capacité de guérison qu'autrefois. Mais avec le temps, ce phénomène s'est répété. Les petites blessures, les infections mineures, étaient plus fréquentes et se soignaient beaucoup plus lentement. Ce qui m'a particulièrement choqué, c'est que ma mère n'avait jamais eu de problème avec sa santé avant cela. Elle était toujours restée robuste, forte, résistante aux maladies qui semblaient atteindre tout le monde autour d'elle. Mais à présent, même les infections les plus bénignes devenaient de véritables batailles. Un simple rhume prenait des semaines à se guérir. Une égratignure se transformait en un problème qui ne s'arrangeait pas. Je me suis retrouvé à lui appliquer des compresses, à lui donner des médicaments, mais rien ne semblait vraiment fonctionner. Je me souviens de l'inquiétude qui montait en moi chaque fois que je voyais une nouvelle plaie, une nouvelle infection qui semblait stagner. Ces petites choses,
Ces détails invisibles pour le reste du monde devenaient des signes évidents pour moi. C'était le corps de ma mère qui me disait, lentement mais sûrement, que tout était en train de changer. La guérison ne venait plus aussi facilement, et les petites failles dans son corps n'étaient plus réparées aussi vite. Ce n'était pas une simple question de vieillesse, c'était plus subtil, plus insidieux. C'était le déclin, non pas de sa volonté ou de son esprit, mais de son corps tout entier. L'une des plus grandes choses que j'ai dû accepter pendant cette période a été de comprendre que les petites maladies, les petites blessures qui s'éternisaient n'étaient donc pas simplement une conséquence de l'âge. C'était un signal que le corps n'était plus capable de se défendre comme avant. Son système immunitaire, autrefois solide et capable de surmonter les infections avec une facilité presque déconcertante, s'affaiblissait petit à petit. Elle commençait à devenir plus vulnérable, et ce n'était pas seulement à cause du vieillissement, mais à cause de quelque chose de plus profond, de plus inexorable. Le corps de ma mère, Jeanne, était en train de se préparer à lâcher prise. Les infections fréquentes et les plaies qui guérissent lentement sont des signes souvent ignorés. On les voit, mais on ne les interprète pas toujours de la manière correcte. On pense à des problèmes passagers, à des infections bénignes qui finiront par passer. Mais dans le cas des personnes âgées, ces petites choses sont des indicateurs puissants d'un corps qui se fatigue, qui perd sa capacité à se défendre contre les menaces qui l'entourent. Ces signes ne sont pas toujours évidents, mais pour ceux qui savent les observer, ils sont des messages silencieux du corps. La guérison est plus lente, la résistance plus faible. Le corps commence à se dire, lentement, qu'il n'a plus la force de continuer à se réparer à chaque fois qu'une blessure se produit. Ce n'est pas seulement le corps de ma mère qui montrait des signes de faiblesse, mais l'ensemble de son être se préparait à quitter ce monde. Un jour, après que ma mère ait eu une petite fièvre pendant plusieurs jours, je me suis rendu compte qu'elle était de plus en plus fatiguée, qu'elle perdait l'appétit et que ses mouvements devenaient plus lents. Elle se laissait aller dans son fauteuil, fixant le mur en face d'elle sans vraiment me regarder. Je savais qu'elle souffrait, mais elle ne me le disait jamais. Pourtant, ses yeux que j'avais toujours vus briller d'une énergie infinie, semblaient s'éteindre petit à petit. Elle n'avait pas de grands mots pour exprimer sa souffrance, mais il y avait dans son regard une tristesse profonde, une tristesse qui se mêlait à cette fatigue accablante. Je n'arrêtais pas de me dire que je devais faire plus. Je devais la convaincre de manger, de boire plus d'eau, de prendre plus de vitamines. Mais chaque effort semblait vain. Ce n'était pas une question de régime alimentaire ou de traitement. C'était une question de temps. Le temps qu'elle avait encore à passer ici, sur cette terre. Et le temps, malheureusement, nous échappe à tous. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que le corps humain, dans son dernier acte de résistance, cesse de se réparer, de guérir. Ce n'est pas que le corps veut mourir, c'est qu'il se rend simplement compte qu'il ne peut plus lutter. J'ai pris conscience, à travers ces moments, que les infections fréquentes et les plaies qui guérissent lentement sont des étapes d'un long processus. C'est un signe que le corps a du mal à maintenir son énergie. C'est une invitation à ralentir, à écouter, à comprendre qu'il est peut-être temps de se préparer à la fin. J'aurais voulu pouvoir la sauver, l'empêcher de s'éteindre lentement. Mais ce que j'ai appris, c'est que parfois, l'acte de soigner n'est pas d'empêcher la fin, mais d'accepter de l'accompagner avec douceur. Je n'ai pas cessé de lui donner des soins, de la réconforter, mais j'ai aussi appris à lui offrir autre chose. J'ai appris à lui donner des moments de tranquillité, à accepter qu'elle ne pouvait plus se défendre contre ses petites blessures.
Le véritable soin, je l'ai compris, ne réside pas seulement dans la guérison physique. Parfois, il réside dans l'acceptation de la fragilité, dans l'acceptation que, malgré tous nos efforts, il y a des choses que nous ne pouvons pas changer. Ma mère m'a appris, à travers ses plaies non guéries, à regarder la vie autrement, à voir la fin de vie non comme un échec, mais comme une étape naturelle, inévitable et pourtant pleine de douceur. Si vous êtes dans la même situation, si vous voyez votre proche lutter contre des infections fréquentes ou des plaies qui ne guérissent pas, il est important de comprendre ce que cela signifie réellement. Ce n'est pas juste une question de traitement, c'est un appel. Un appel à être présent, à apporter du confort, à accompagner avec respect et amour. Car au final, ce n'est pas la guérison qui importe le plus, mais la manière dont nous choisissons d'accompagner ceux que nous aimons dans leur dernière étape. Signe 5. Je me souviens encore de la première fois où j'ai remarqué que quelque chose avait changé dans la respiration de ma mère, Jeanne. Ce n'était pas un grand événement, ni un symptôme dramatique, mais quelque chose d'inquiétant. Une légère modification qui n'a échappé qu'à ceux qui n'y prêtaient pas attention. Nous étions assis dans le salon, comme à notre habitude, elle dans son fauteuil préféré et moi à ses côtés, plongés dans une conversation banale. Mais au milieu de nos mots, j'ai entendu ce souffle, plus lourd, plus irrégulier, comme si elle manquait un peu d'air. Son souffle n'était plus aussi fluide, aussi naturel qu'auparavant. Au début, j'ai pensé que ce n'était rien, une simple respiration difficile causée par la chaleur ou un petit malaise passager. Mais au fur et à mesure des jours, ce souffle s'est modifié, s'est ralenti, devenant de plus en plus saccadé. Un jour, alors qu'elle était allongée dans son lit, je l'ai entendue souffler profondément, comme si chaque inspiration lui coûtait un effort surhumain. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Ce n'était pas juste un petit problème respiratoire, mais un signe plus profond, plus grave. Son corps était en train de nous dire qu'il n'était plus capable de faire ce pour quoi il avait été conçu. Sa respiration était devenue une bataille. Elle n'arrivait plus à expirer de façon fluide. Son souffle était court, cassé, et chaque respiration semblait nécessiter une concentration intense, un effort qu'elle ne pouvait plus maintenir. Cela m'a perturbé. Chaque fois qu'elle respirait de cette manière, je sentais un poids sur ma poitrine, une angoisse de plus en plus grande, car je savais que la fin était proche. La respiration, ce phénomène simple et naturel pour la plupart d'entre nous, devenait pour elle un véritable combat. Et il n'y avait rien que je puisse faire, si ce n'est essayer de lui offrir un peu de réconfort, un peu de paix dans cette lutte invisible qu'elle menait contre son propre corps. J'ai commencé à l'installer dans une position qui lui permettait de respirer un peu plus facilement, à lui placer des oreillers pour surélever sa tête, mais rien ne semblait vraiment aider. Sa respiration devenait de plus en plus irrégulière, souvent entrecoupée de pauses où elle semblait retenir son souffle avant de le reprendre péniblement. Ces moments étaient insoutenables. Ils me brisaient chaque fois, car ils m'étaient un rappel brutal que le corps humain, aussi fort soit-il, finit par faillir. Les changements dans la respiration ne se limitaient pas à sa difficulté à inspirer. Peu à peu, je remarquais d'autres signes dans ses mains et ses pieds. Un matin, alors que je lui tenais la main, j'ai remarqué qu'elle était froide, presque glacée. Ses doigts, d'habitude si chauds, étaient devenus rigides, et sa peau avait pris une teinte plus pâle. Le contraste était frappant par rapport à ce que j'avais toujours connu d'elle. Sa peau, autrefois douce et lumineuse, avait pris une teinte grise,
presque translucide, comme si elle se vidait petit à petit de sa vie. Ses mains n'avaient plus la chaleur de la vie, elles étaient devenues froides, comme une pierre au toucher. C'est à ce moment-là que la réalité m'a frappé. Ces changements, ces petites transformations silencieuses, étaient les signes d'un corps qui s'éteignait progressivement. Un corps qui, au fil du temps, n'arrivait plus à faire circuler le sang efficacement. Un corps dont le cœur, bien qu'il continuait à battre, peinait à envoyer l'oxygène nécessaire à ses extrémités. Ce n'était pas un phénomène rare chez les personnes âgées, je le savais. Mais le voir chez ma mère, ce que je n'avais jamais imaginé, m'a bouleversé. C'était un signe clair, un signe qu'elle se dirigeait vers la fin, lentement mais sûrement. Je n'avais pas la possibilité de l'empêcher, ni de l'arrêter. La fin était là, et elle était inéluctable. La vie s'échappait peu à peu de son corps. Et tout ce que je pouvais faire, c'était être là, à ses côtés, en silence, l'accompagnant dans chaque souffle qu'elle prenait. Un jour, alors qu'elle dormait profondément, j'ai observé sa respiration. Elle était devenue si lente, presque imperceptible. Parfois, il y avait de longues pauses entre deux inspirations, et je me demandais si cette dernière serait la sienne. Puis après quelques secondes d'angoisse, elle respirait à nouveau. Mais ces moments étaient de plus en plus fréquents, et à chaque fois que je la regardais respirer, je sentais que chaque souffle pourrait être son dernier. Ce n'était pas seulement la respiration de ma mère qui changeait, c'était l'ensemble de son corps qui semblait se préparer, lentement, à abandonner tout ce qui le maintenait encore en vie. Ses mains froides, ses pieds glacés, sa respiration irrégulière. Tout cela n'était pas un signe de maladie, mais un signe de la fin. Un signe que le corps, après des années de service, commençait à céder. C'est difficile à accepter, mais c'est la réalité. Le corps finit toujours par faillir, même quand l'esprit veut continuer. Et ce jour-là, j'ai compris que je ne pouvais plus faire grand-chose pour l'empêcher. Je ne pouvais pas la sauver, mais je pouvais être là, la soutenir dans ce moment de transition, la rassurer. C'est tout ce qu'il me restait à faire. À chaque instant, je suis resté auprès d'elle en attendant. J'ai appris que la fin de vie n'est pas un seul grand événement, mais une série de signes discrets, presque imperceptibles, qui nous annoncent lentement le départ. Et le plus difficile, ce n'est pas de voir le corps s'affaiblir, mais de comprendre que tout ce que nous pouvons faire, c'est accompagner. Accompagner cette personne que nous aimons dans son dernier voyage. Cela peut paraître difficile, mais en réalité, il n'y a rien de plus précieux que d'être là, aux côtés de ceux que l'on aime, au moment où ils en ont le plus besoin. Les changements dans la respiration et la circulation sanguine sont des signes à ne pas ignorer. Ce sont des signes de la fin, mais aussi des moments où l'on peut montrer à notre proche qu'ils ne sont pas seuls. Chaque respiration devient un cadeau précieux, chaque instant une occasion de se dire au revoir, de partager des silences, des sourires, des gestes tendres. Et lorsque le dernier souffle viendra, il ne sera pas un adieu brusque, mais un départ apaisé, un départ accompagné par ceux qui l'aiment. C'est tout ce que nous pouvons offrir, et ce sera suffisant. Si vous êtes dans une situation similaire, si vous voyez un proche souffrir de la difficulté à respirer ou de la froideur de ses mains et de ses pieds, ne les laissez pas seuls. Soyez là pour eux, offrez-leur votre présence et permettez-leur de partir dans la paix et la sérénité. C'est tout ce que nous pouvons faire pour honorer leur mémoire et leur amour. Au fil de cette histoire, nous avons accompagné Jeanne dans son dernier voyage, observant comment son corps et son esprit se sont peu à peu retirés
dans un silence presque imperceptible, mais profondément bouleversant. Ce n'était pas une histoire de maladie fulgurante ni de souffrance dramatique, mais plutôt une série de signes subtils, presque invisibles, qui marquaient la fin de sa vie. À travers la perte de poids, la fatigue extrême, la confusion mentale, les infections fréquentes et la lente dégradation de sa respiration et de sa circulation sanguine, nous avons vu comment son corps disait au revoir, de manière silencieuse mais claire. Ces signes étaient là, tout autour d'elle, témoignant d'un corps qui se fatiguait et se préparait à lâcher prise. Ce processus, loin d'être simple, nous a appris à regarder au-delà des apparences et à comprendre que la fin de vie n'est pas un événement unique et soudain. Au contraire, c'est un processus graduel qui demande d'être observé avec une profonde sensibilité. Ce que Jeanne nous a enseigné, c'est que la vieillesse n'est pas une bataille à gagner à tout prix, mais un voyage à accompagner. Nous avons vu que parfois, la meilleure chose à faire n'est pas d'essayer de réparer les signes du corps, mais de comprendre ces signes, d'accepter le rythme naturel de la vie et d'offrir notre présence aimante jusqu'au dernier instant. Ce voyage, celui de la fin de vie, peut être source de tristesse et de perte, mais il peut aussi être une occasion de réévaluation de ce qui est réellement important dans nos vies. Jeanne nous a montré que parfois, les choses les plus simples, une respiration calme, un sourire rassurant, une main tendue, sont ce qui reste quand tout le reste disparaît. Elle nous a appris que l'amour et l'attention ne se mesurent pas en actions grandioses, mais dans la constance de notre présence, dans notre capacité à être là, dans les silences comme dans les paroles. La grande leçon à tirer de l'histoire de Jeanne est celle de l'importance de vivre pleinement, tout en acceptant que chaque moment de notre vie a un début et une fin. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, il est essentiel de nous concentrer sur ce que nous pouvons faire à chaque étape de notre vie pour être plus présents, plus conscients et plus aimants envers ceux qui nous entourent. Accepter la fragilité et la mortalité, c'est aussi comprendre que la vraie richesse de la vie réside dans la manière dont nous vivons chaque instant. Appliquer cette leçon à notre vie actuelle signifie qu'il est crucial de valoriser chaque moment passé avec nos proches, de reconnaître les signes subtils de leurs besoins d'aide ou de soutien, et de ne pas attendre que ce soit trop tard pour montrer notre affection. Dans le monde moderne, où le temps file souvent à une vitesse vertigineuse, il est essentiel de ralentir, de s'arrêter et de prendre le temps de vivre pleinement avec ceux qui nous sont chers. Enfin, cette histoire nous enseigne aussi que, lorsqu'une vie se termine, elle laisse un vide, mais aussi une empreinte indélébile. Les souvenirs, l'amour, les moments partagés ne disparaissent jamais complètement. Ils font partie de nous et ils continuent à nous guider, à nous inspirer à travers le reste de notre propre voyage. Question pour vous. Que pensez-vous du processus de la fin de vie décrit dans cette histoire? A. Il est essentiel de chercher à prolonger la vie à tout prix. B. Accepter la fin de vie avec dignité et amour est la meilleure manière d'accompagner nos proches. Laissez votre réponse en commentaire ci-dessous. Nous serions ravis de connaître vos opinions et de les partager avec tous. Et si vous avez trouvé cette histoire enrichissante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre travail. Cela nous encourage à créer de nouveaux contenus intéressants pour vous.